Bonjour, bienvenue à tous. Ici Frédéric Salut. Lambourlieu, Salut. votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Il y a Thierry Le Gaufre. Bonjour Thierry, donc de la chaîne Market Profile, Trading Trading Market Profile. Profile, exactement, voilà. Et Jean-Marc Saulieu de la chaîne Bronson Charles Trading, voilà. Salut Fred. Salut. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce que aujourd'hui le thème est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. On va parler de l'évolution des marchés. Et c'est vrai que, évidemment, comme vous avez un peu plus de bouteilles que moi, l'un comme l'autre, que Thierry comme Jean-Marc sont sur les marchés depuis pas mal d'années maintenant, et ils vont pouvoir effectivement en parler ici, mais bon, vous le savez déjà. Ce qui fait qu'effectivement, depuis 10, 15 ans, etc., évidemment, les marchés bougent, les marchés changent, les marchés évoluent. Ça a de l'impact, évidemment, bien sûr, même quand on est scalper, sur la manière de faire, sur la manière d'appréhender les choses. Et puis, on parlera peut-être un petit peu aussi de l'évolution possible, future, notamment avec l'intelligence artificielle et tout un tas de choses qui se pointent. Ça reste des hypothèses, mais effectivement, comment tout ça peut évoluer, parce que ça peut avoir de l'impact aussi. Et quelle est la place du trader, entre guillemets, indépendant dans tout ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir quelques perspectives par rapport à ça et de savoir un petit peu où on va. Voilà. Donc, le but, c'est d'échanger par rapport à ça pour vous apporter un maximum, je dirais, d'informations sur à la fois la compréhension, finalement, des marchés, comment ça évolue, ce qui peut se passer par la suite, et comment peut évoluer votre trading à partir de là. Ok. Donc, peu importe qui commence, effectivement, mais ma première question, c'est l'un comme l'autre, parce que ça fait pas mal d'années que vous êtes sur les marchés. Comment vous avez vu, vous, évoluer les marchés et quel impact ça a eu sur votre trading, quoi, en fait. C'est-à-dire que entre le début où vous avez commencé et vous abordiez les choses d'une certaine manière, à la fois la technique a évolué, hein, les plateformes ont évolué, la technique a évolué, les marchés ont bougé aussi, ils sont plus exactement les mêmes que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Comment vous voyez ça aujourd'hui, vous, a posteriori, justement, l'évolution de votre trading? Commencer, tu veux? Vas-y, Vas-y, vas-y. Jean-Marc. Ouais, déjà, les marchés ont évolué, oui et non. En quelque sorte, oui, ils ont évolué, on va en reparler. Mais intrinsèquement, fondamentalement, c'est toujours la même chose, les marchés, en vérité. Et ça, depuis que moi, que je suis sur, ça fait 20 ans que je suis passionné, 10 ans que je suis sur les futurs, Thierry, ça fait pareil, 10 ans qu'il est sur les futurs, peut-être un peu plus même. Il y a fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Les marchés sont toujours dirigés par la même chose. C'est l'offre et la demande. C'est un jeu de vase communicant. Euh, ça change pas. Et c'est cyclique. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit et revoit et re-revoit depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça va être une hausse de cycle de taux, après ça va être une hausse de baisse. On va avoir une guerre au Moyen-Orient, après la paix, la guerre au Moyen-Orient, la paix. C'est toujours les mêmes trucs qu'on voit. Une crise dans les techs, un crack sur le Nasdaq. On voit toujours les mêmes trucs et ça revient, ça revient, ça revient. C'est des cycles, quoi. Ça change pas. Et ça change pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est dirigé par les mêmes, par les mêmes émotions et les mêmes sentiments qui drivent l'être humain, la cupidité, tout ça, tu vois. Donc les marchés, fondamentalement, intrinsèquement, pour moi, ils changent pas. C'est juste des cycles. Après, si on va un petit peu plus loin, et si on s'intéresse notamment au futur et aux actions, oui, ça a changé. Mais c'est quoi qui fait changer les marchés? En fait, c'est l'évolution de la technologie, c'est tout, hein. C'est juste ça. Euh, donc, l'évolution de la technologie, ça a permis de donner l'accès à la bourse à un plus grand nombre de personnes. C'est ça le truc. C'est ça qui fait que les marchés ont changé ces 10 ou 15 dernières années. C'est que au départ, les premières bourses, elles datent du 17e, 18e siècle. Hein. Là, j'étais en train de regarder exactement. Ouais, ouais. La C'était bourse autre chose. d'Amsterdam, par exemple, elle a été inaugurée en 1611. Mm. La bourse de Paris, elle a été créée en 1724. Donc c'est vieux comme le monde. Hein. Mais les grandes évolutions et la révolution
je vais pas faire un monologue quand même, hein, parce qu'il faut qu'on aille doucement. Mais la première révolution majeure qu'on a eue, c'est dans le début des années 80. C'est là qu'on a commencé à voir les gros PC, là, avec les gros écrans, les gros machins, qui ont commencé à envahir un peu les salles de marché, à envahir un peu les criers. C'est ça. La première révolution majeure, elle se produit dans les fins des années 70, début des années 80, et c'est marqué par l'informatisation des cotations boursières et des places de crier et des salles de marché. Et depuis ce moment-là, cette technologie informatique ne cesse d'évoluer, et c'est ça qui fait que les marchés changent régulièrement. On passe à un level supérieur régulièrement, et on va pouvoir essayer de voir dans les 3 à 5 dernières années, dans les 3 à 5 prochaines années, quelle est l'évolution probable de la prochaine grosse révolution. Mais alors, j'arrête le monologue, mais après je pourrais revenir sur ce que je pense. Ouais, on va revenir en détail. Les étapes qu'il y a eu dans le changement des marchés. Notamment sur. Pour moi, ça commence dans les années 80. Ouais, ok. Après, il y a eu vraiment des. Puis après, il y a des petits changements, hein, Thierry le sait. Vraiment, ça, c'est des petits coups de tournevis à droite à gauche, mais il y a des choses. Les marchés sont en constante évolution. C'est pour ça qu'on change souvent d'actifs. Ces dernières années, on a vu sur le Rex, le DAX, l'Eurostoxx et le Bund. Enfin, les horaires de cotation ont changé. Ils se sont mis au Globex. Ça, c'est un exemple. Hein. Ça, c'est des petites choses. Ouais. Ça, c'est les conséquences justement de l'informatisation aussi, justement de la cotation continue. En fait, non seulement après elle a été sur des horaires, mais maintenant elle est presque 24 heures sur 24, quasiment sur la plupart des marchés. C'est ça. À partir du moment où cette révolution elle a été enclenchée, ça a été fait pour ça. Hein. Les bourses cotées uniquement durant les heures de bureau, on va dire, les heures de station 4, se sont mis à côté de manière électronique 24 sur 24. Et ça a enclenché beaucoup de choses, notamment le traitement du data, le traitement des données. Il a fallu qu'il y ait d'énormes progrès. Et on a vu, on y reviendra, l'apparition d'un certain type de trader. On avait des traders à l'ancienne qui achetaient, qui vendaient, qui faisaient leur. Et maintenant, on a plutôt des quants. Tu vois, c'est des mathématiciens, les mecs. C'est plus tout à fait pareil. Avec on va en parler, ça, effectivement. On va en parler parce que c'est vrai que c'est aussi justement une des conséquences de ces évolutions-là, ouais, c'est sûr. Ok. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu peux dire comme ça en prime abord par rapport à ça écoute, de prime abord, oui, en fait, c'est ça pour moi ce qui est la plus grande avancée qu'il y a pu y avoir dans le monde du trading, pour moi, est vraiment le développement des technologies. Si tu veux, l'accès à tout le monde de chez soi, de pouvoir trader, si tu veux, hein, avec tout le matériel informatique, le développement des plateformes, Internet aussi, voilà, la multiplication des brokers aussi, qui soient surtout anglo-saxons ou vraiment côté États-Unis, parce qu'en France, je trouve qu'on est quand même très en retard là-dessus par rapport aux autres, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, l'avancée majeure qu'il y a eu, et même moi, je suis sur les marchés depuis une douzaine d'années à peu près, et c'est vrai que on constate, moi je l'ai constaté, l'évolution qu'il y a eu, même s'il y avait déjà évidemment tout ce qui était plateforme et informatique, mais le développement de tout ce qui est technologique pour pouvoir donner accès à n'importe qui de pouvoir trader de chez soi, c'est en constante évolution, comme l'a dit Jean-Marc, hein, et c'est pas fini à mon avis, ça c'est sûr, avec justement l'intelligence artificielle qui va rentrer en jeu et tout, et qui a déjà même commencé, et à mon avis c'est pas fini. Et puis même s'il faut vivre avec son temps, bon, il y a des choses, c'est un peu dommage quand même, mais voilà, faut faire attention. Moi je sais pas que je suis vieux jeu, hein, mais bon, j'aime bien les nouvelles technologies, hein, je suis un geek moi, mais bon, par contre, voilà. Bon, j'y mettrai un petit bémol, on en reparlera, hein,
Voilà, donc pour moi c'est vraiment ça l'évolution, comme l'a dit Jean-Marc, voilà l'évolution aussi des marchés. Mais là c'était plus pour, c'est bien pour eux, mais ça nous a fait chez nous en fait, hein. Parce que le Rex, nous on tradait le Rex avant, on avait une vraie ouverture à 8 heures. Voilà, là ils ont changé tous les horaires de Rex, ça ouvre à 2 heures du matin. Voilà, ils nous ont cassé des bonbons, quoi, clairement, quoi. Ouais. Donc ça a changé complètement. Moi, en tout cas, moi, ça a changé ma manière de trader. J'étais obligé d'aller voir sur d'autres marchés, parce que je n'avais plus les mêmes setups que qu'on avait à l'époque, hein. Avec Jean-Marc, on s'est fait des sessions magnifiques à 8 heures à l'ouverture, quoi. On avait tu te rappelles, Jean-Marc, on avait les markets 10 minutes avant l'ouverture, tu te rends compte? C'était génial, quoi. On s'est éclaté à ce moment-là, quoi. Franchement, voilà, c'était vraiment top. Donc ça, c'est un peu dommage, voilà. Mais bon, après, voilà, ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, ça peut être de bon sens pour certains et mauvais pour d'autres. Et puis voilà, et après, évidemment, toute l'évolution des plateformes, surtout, et à l'intérieur des plateformes aussi, l'évolution des outils à l'intérieur des plateformes, ça a été plutôt, et ça l'est toujours, hein. Voilà. Ça, Ouais, c'est dans le sillage Ouais, excuse-moi, Fred. Non, mais c'est là, c'est ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est là qu'on voit aussi effectivement que justement cette évolution de technologie, elle a des impacts aussi justement dans la manière de trader, comme tu disais, le fait que les horaires changent, effectivement, plus de vraie ouverture ou plus au même moment, ça change les choses parce qu'en fait, tout le monde attendait l'ouverture à un moment donné et tout le monde voilà, était actif à ce moment-là. Le fait que ça ouvre plus comme ça et que ça en continue, ça change les choses. Et comme tu dis, ça change éventuellement les setups et la manière de trader, quoi, en fait. Donc c'est là aussi qu'on voit que la technologie peut entraîner des changements aussi dans la manière de trader, quoi. Vraiment, à l'époque, moi, de mes débuts, si tu veux, il y avait deux plateformes, hein, c'est là que vraiment je me rends compte, hein, il n'y avait que deux plateformes qui donnaient tous les outils, qui donnaient un seul réel outil qui était vraiment bien, qui était le market profile à l'époque et le volume profile. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de footprint encore et tout ça. Donc voilà, il n'y avait que deux plateformes. Il y avait Sierra Chart et il y avait Market Data, qui n'existe plus malheureusement, mais il n'y avait que ces deux plateformes. Et c'est vrai que quand on voit en 10 ans le nombre de plateformes qui ont éclos avec ce site d'outils et qui développent ce site d'outils, maintenant quasiment toutes les plateformes qui sortent ont le market profile, le volume profile et maintenant le footprint. Donc voilà, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Et la vraie révolution pour moi, mais ça je laisserai Jean-Marc en parler, il parlera mieux de ça que moi, c'est Bookmap, c'est le carnet d'ordre, si tu veux, où tout le monde était habitué. Moi-même j'ai commencé à l'époque sur Xtrader, parce que en termes d'exécution, pour moi il n'y avait pas mieux, il n'y a toujours pas mieux à l'époque à part Bookmap, même maintenant, à part Bookmap, voilà. Mais sinon, voilà, le carnet d'ordre de façon classique est toujours un outil très compliqué à appréhender, alors qu'avec Bookmap, voilà, ils ont mis le côté visuel dans ce carnet, et c'est vraiment un vrai plus, quoi. Donc voilà. Ça, c'est essentiel ce que vous dites là. Et c'est là le changement majeur, je pense, vraiment des marchés ces dernières années. Quand on reprend, comme je disais tout à l'heure, l'évolution du truc, quand on reprend vraiment depuis le départ, il y a eu un autre moment charnière, c'est dans les années 90 et 2015, je crois. En 2015, les criers ont fermé, et 2016, la dernière sur le Nimex, le pétrole a fermé. Ça a produit un accès à l'information et une dématérialisation complètement informatique de l'information et un accès donc à des populations non initiées jusqu'ici à travers le monde. Ce qui fait que ça a engendré une augmentation de l'offre des plateformes. Avant, on avait, comme disait Thierry, que quelques outils très professionnels et des plateformes très professionnelles qui étaient vraiment pour des initiés. Et ça, c'est pareil. Ces outils-là, et ça, c'est ça vraiment le changement majeur, je pense, ces dernières années. Ces outils-là se sont démocratisés. Alors, il y a eu plusieurs. Nous, en tant que vieux machin, on a vu une évolution. Le footprint n'existait pas il y a 7 ou 8 ans. Le footprint, le TEP, c'est vieux comme le monde, mais ensuite, lire un TEP, c'était plus simple avant, c'est devenu très compliqué maintenant. Mais heureusement, Market Data, ils ont inventé le footprint. Il y a eu le footprint. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le level 3, c'est-à-dire Bookmap. Il y a une boîte à Tel Aviv, Veloxpro, qui a eu le génie d'inventer la profondeur de marché sur une map, c'est Bookmap. Et
Et tout ça, ça s'est démocratisé petit à petit, et tout le monde peut y avoir accès. Donc maintenant, tout le monde a accès à une information qui avant était vraiment que pour les initiés. La profondeur de marché, la microstructure, tout ça, avant, un trader particulier, il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Maintenant, c'est clair. Tout le monde y a accès, et comme disait Thierry, il y a une offre pléthore maintenant de plateformes et aussi ça a provoqué aussi une baisse considérable des commissions et tout ça. Voilà, la grosse révolution, en fait, par rapport aux années 80, 90, début 2000, et ça a commencé au début 2000, c'est l'essor vers les populations non initiées, vers les particuliers du trading assez pointu, parce que maintenant on est de plus en plus sur les futurs, tout. Ouais. Et la dernière grosse révolution technologique, c'est Bookmap. Et la prochaine, ça sera l'IA. On est en plein dedans en ce moment. Je ne sais pas encore comment ça va influencer notre trading de tous les jours à nous, mais déjà, vous pouvez déjà être sûr que dans les grosses institutions et tout ça, ils sont déjà sur le coup. Ouais, bien sûr. Et l'IA, moi je regardais, là, je suis en train de regarder pour me former là-dessus, parce que ça me passionne. C'est vrai qu'il y a... L'IA, elle a la vue maintenant depuis quelques temps, c'est récent. L'IA, elle a la vue. ChatGPT, vous pouvez lui demander, vous lui montrer une photo, vous pouvez lui demander de vous décrire ce qu'il y a sur la photo. Enfin, c'est incroyable maintenant. Alors c'est vrai qu'on va en parler. De là à lui montrer des graphiques en lui disant bon bah maintenant tu m'analyses ça et tu lui fais les points d'entrée, les points de sortie optimales. Voilà. On va en parler de l'IA parce que c'est l'IA pour moi. C'est vrai qu'effectivement ça va certainement changer des choses. Comment, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une chose à rappeler par rapport à ça qui a fait justement aussi toute cette progression, c'est la diffusion d'Internet. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Internet, surtout avec la fibre, en fait, on ne l'avait pas à beaucoup d'endroits. Il ne faut pas oublier que moi aussi, je vais passer pour un vieux machin, mais j'ai vu les débuts d'Internet, et c'est pas si vieux que ça. Moi, je suis arrivé en entreprise au départ, où la première fois où on a installé Internet, on s'est dit à quoi ça va servir ce truc-là, en fait. Parce que franchement, le débit était nul, il n'y avait rien sur Internet. C'est vrai que quand on voit comment ça a changé, effectivement, en 20 ans, c'est prodigieux. Et en fait, aujourd'hui, je dirais que presque tout le monde a accès à Internet. C'est-à-dire que même en Afrique, on a accès à Internet sur le téléphone, quoi, en fait. D'accord ? De partout dans le monde. Donc, c'est cette multiplication aussi d'accès à Internet qui a fait justement que les logiciels se sont développés, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire du trading, je dirais, presque partout dans le monde, quoi, en fait. Et ça, ça a été aussi, pas mal de je pense, support, en plus. voilà, ça a été la révolution aussi qui a fait que, justement, il y a eu des offres plus importantes dans les logiciels parce qu'il y a plus de monde qui s'intéressait à ça, que les frais étaient moins chers, comme vous dites, que effectivement Internet est accessible de partout. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui tradent entre guillemets de leur téléphone. Alors évidemment, pas comme on trade nous en scalping, etc. Mais il y a des gens sur leur téléphone, effectivement, ils rentrent une position sur plusieurs jours et puis ils la débloquent. Effectivement, ils sont sur la plage, quoi, en fait. Donc c'est là qu'on voit que ça, en plus des marchés en continu, et qui fait qu'on peut trader aussi bien en Asie qu'aux États-Unis ou que n'importe où, c'est vrai que ça a multiplié effectivement les gens qui s'intéressent aujourd'hui au trading. C'est vrai qu'il y a un essor, on voit bien, qui se passe en France, déjà, mais on est très en retard, comme vous le disiez, par rapport aux États-Unis, ou même en Allemagne, ou même en Angleterre, en Europe, parce qu'aujourd'hui, on est encore, malgré tout, peu à faire du trading en France. Et vous encore plus, j'imagine, quand vous avez commencé, mais ça se développe à une vitesse incroyable, quoi, en fait. Bon, en France, pas tant que ça. En France, pas tant que on ça. est toujours à la freine. Ah oui, non, mais franchement, quand on voit, de toute façon, c'est simple, la vraie différence, tu peux voir ce qu'il peut y avoir, en tout cas, et qui est quand même qui est considérable, c'est l'accès. Je vais parler des futurs, moi je ne parle pas du reste, parce que moi je suis un trésor des futurs, mais quand tu vois les futurs, les brokers que tu vas trouver en France et les brokers que tu vas trouver côté États-Unis ou Angleterre, par exemple, surtout les États-Unis d'ailleurs, il n'y a pas photo, quoi. En termes de marge, en termes de prix, alors déjà de capital au départ, ça c'est la première des choses. Ensuite, en termes de marge, pour ceux qui font du day trading par exemple, qui vont être énormes par rapport aux marges intraday des brokers, enfin, ou des clearers plutôt anglo-saxons, on va dire. Et puis, et après, en termes de commission aussi,
il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, moi je dis, attends, c'est déjà suffisamment compliqué. Alors c'est vrai que le seul avantage, c'est que c'est la langue française, la plateforme va être en français, et voilà. Mais bon, après, faut pas oublier que le trading, c'est un métier. Et si on veut le faire correctement, ce qui est important, c'est bien c'est maîtriser l'outil qu'on a. S'il n'est pas très... je vais prendre l'exemple de Sierra, parce que c'est vrai que ça fait... J'avoue qu'en ce moment, ça me casse un peu les bonbons aussi, mais voilà, ça fait plus de 12 ans que j'utilise cette plateforme, avec quelques interludes comme ça, quelques déviations momentanées, on va dire, mais je suis toujours revenu sur Sierra. Alors, elle n'est pas ce qu'on appelle user-friendly, c'est vrai, mais par contre, il faut... moi, j'ai travaillé, je te donne un exemple, j'ai travaillé pour le service informatique d'Airbus pendant presque 2 ans, il y a longtemps. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans de ça. Je fréquentais des gens qui étaient bac plus 75, tu vois, voilà, des concepteurs et tout, des avions, ceci, cela. Et moi, je travaillais au support informatique. Les gens, ils appelaient, c'était des tronches, les gars, ou les filles d'ailleurs, c'était vraiment des tronches. Mais l'informatique, c'était pas leur truc. Par contre, il y avait un truc à côté, c'est que leur logiciel qui leur servait à travailler, peu importe ce qu'ils faisaient, peu importe le domaine, donc soit dans la conception, dans le design, on s'en fout, peu importe. Mais le logiciel qui sont, toi tu ouvres un logiciel comme ça, tu prends peur et tu t'enfuis à 4 km, ok, eux, non, ils vont le maîtriser sur le bout des doigts. En fin de compte, à un trader, on lui demande la même chose. On lui demande de maîtriser son outil de travail, en fait, même s'il n'est pas très sympa au départ. Prenez Photoshop, c'est pareil, c'est une usine à gaz, on peut tout faire, mais le gars qui va maîtriser un minimum, il va arriver à faire ce qu'il a envie de faire. Là, c'est pareil, quelle que soit la plateforme. Je ne fais pas de polémique pour une plateforme ou une autre. Et voilà. Mais après, je vais juste revenir un petit peu vite fait sur le changement qu'il y a eu des dernières années. Pour moi, le gros changement qu'il y a eu, c'est le Covid. Ah bah ça, oui. Le Covid, pour moi, ça a été... Alors moi, je ne tradais pas le SP500 à l'époque, parce que justement c'est un actif lourd, c'est un exemple que je donne, c'est un actif lourd, il y avait entre 500 et 2000 contrats par niveau de prix, voilà, alors hormis la session cash où il bougeait un petit peu, ça restait un actif lourd, style le Stoxx par exemple, des choses comme ça. Donc moi j'ai jamais tradé le SP à cause de ça, j'aime bien quand ça bouge, quand ça pulse, donc voilà, c'est pour ça que j'étais sur le DAX, ou le Minido, ou le Nasdaq, ou le pétrole, voilà, des actifs qui bougent un peu plus. Alors depuis le Covid, quand on regarde même encore aujourd'hui, à combien par niveau de prix, moi j'ai le SP encore sous les yeux, ok, si on a 100, 150 contrats sur un niveau de prix, et encore pas à tous les niveaux, c'est exceptionnel. Ok, donc c'est plutôt du 50, 60 contrats par niveau de prix. Donc ça pour moi, une crise de liquidité, une absence de liquidité dans le carnet, donc une lisibilité qui est un peu amoindrie, on va dire, pour pouvoir trader au carnet, on va dire, en tout cas de façon classique. Après, je dis encore une fois, je laisserai Jean-Marc parler de bookmark, mais voilà, pour moi ça a été depuis 2020, honnêtement, et malgré que là on en est à peu près sorti quand même, on revient pas à la normale en fait. D'accord. Ouais. Non, paradoxalement, et ce qui est paradoxal, c'est que 2019, 2020, Covid, ça a provoqué un engouement parce que les gens étaient bloqués chez eux. Il y a eu, on voit dans les chiffres, j'ai vu des statistiques passer sur Internet, il y a eu un engouement pour le trading chez les gens. C'est clair. Moi, le premier. Incroyable. Moi, j'ai commencé comme ça. Ça n'a aucun impact sur la liquidité parce que déjà c'est des petits capitaux, puis il y en a beaucoup qui sont en signe, donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur la liquidité. C'est vrai qu'il y a une grosse crise de liquidité, même elle avait commencé déjà un peu avant, mais le Covid n'a rien arrangé. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ouais, c'est ce que j'allais te poser la question justement. À quoi c'est dû cette crise de liquidité? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de marchés? On aille trop vite, mais il y a de plus en plus dans un carnet. Déjà, il y en avait beaucoup avant, du bluff, mais là maintenant il y a de plus en plus de market making et de bluff. Il y a de vrais acteurs positionnés en attente pour exécuter des vrais ordres avec une vraie intention derrière. Il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est pas lié aussi est-ce que c'est pas lié aussi au fait justement d'avoir élargi en fait les heures, parce que justement avant il y avait une session sur 7 heures, là tu le mets sur 24 heures. Alors évidemment il y a moins d'acteurs en continu quoi en fait.
Bah, tu regardes le DAX, le Eurostoxx et le Bund, c'est ce qui s'est passé à partir du moment où ils ont dilué le temps, ils ont dilué les volumes sur un temps plus long. Donc, évidemment, c'est sûr. Parce que avec cette technologie, maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir un trader qui appuie sur un bouton dans un bureau aux heures de bureau. Non, tu as juste besoin d'avoir un algorithme qui soit branché la nuit, même si et qui peut trader les marchés asiatiques pendant que toi tu dors à New York. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que en multipliant le temps, quelque part, obligatoirement, ça a dilué effectivement la liquidité sur 24 heures au lieu de sur 7 heures, quoi. Ouais, ça c'est un gros. Voilà. En fait, l'évolution des marchés, grâce à la technologie ces dernières années, il y a eu du bon. Faut quand même avouer que les marchés financiers sont beaucoup plus qualitatifs, plus efficaces. Les tarifs, l'offre de brokers, les commissions, tout ça, ça a baissé. Et il y a eu aussi le côté un petit peu plus sombre avec l'essor du HFT, l'essor des manipulations de marché, des algorithmes prédateurs, les algorithmes prédateurs. C'est le côté sombre et le côté. Il y a eu deux. Il y a eu une conséquence positive et une conséquence un petit peu plus sombre, on va dire. Et en même temps, c'est pas si gênant que ça, hein, les algorithmes, le HFT. Même tout ce travail de market making qu'il y a effectivement, de bluff, comme tu dis, de manipulation. De toute façon, c'est nécessaire pour faire vivre les marchés. Pour tenir un marché, il est nécessaire. Mais le market making, c'est encore autre chose. Mais je parlais en conséquence plus sombre, je parlais du HFT. Le HFT, c'est pas non plus si gênant que ça. En plus, ça concerne pas. Bon, on y en a sur les futurs. Tu peux peut-être préciser ce que c'est que surtout sur les actions qu'il y en a. Jean-Marc, tu peux peut-être préciser ce que c'est, parce que ceux qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas obligatoirement. Le high frequency trading, le trading aux fréquences, qui découle directement de tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est-à-dire de cette low latency, cette connexion au débit très rapide. Maintenant que les desks auxquels les desks ont accès, c'est-à-dire qu'ils ont des algorithmes qui font développer par des quant traders, dont je parlais tout à l'heure, c'est des mathématiciens qui analysent les probabilités, les statistiques, ce sont des robots très 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 chers, qui coûtent très cher, très puissants, qui jouent avec la liquidité dans un carnet, ils jouent aussi avec les ordres de marché, enfin ils jouent avec l'offre et la demande pour faire des tout petits écarts, mais ils en font des milliers, des centaines et des milliers par minute ou par seconde, et voilà, ils engrangent des tout petits gains comme ça, mais à la fin de la journée c'est énorme. Et ça a explosé ces dernières années, grâce justement à effectivement l'évolution d'Internet. Internet, je me souviens, c'était 56K au départ. Et maintenant, on a des connexions. Même c'était un 36 au départ. Ces gens-là, ils ont des connexions filaires. Ils ont des connexions, ces gens-là, ils sont directement branchés au serveur. Ils sont dans la pièce à côté du serveur du CME à Chicago. Là. Ils ont des connexions, c'est impressionnant. Quoi. A priori, ils ont le message de toute façon plus rapidement, ce qui fait qu'ils ont un petit décalage. Quoi. Et c'est là que la prochaine grande évolution va arriver. On en parlera tout à l'heure, mais un trading pour les actions, pour les futurs, plus intelligent, ça commence par le traitement des données. Il y a énormément de données, il y a des informations. Pour exécuter un bon trade, il faut analyser en amont l'information, les données, quelles que soient les données. Ça peut être des données graphiques, mais ça peut aussi être des données fondamentales. Et plus vous allez être rapide, et ça, il y a des algos HFT qui le font, il y a des algos HFT qui ont des stratégies basées sur le fondamental, mais il y en a aussi qui sont basées sur le graphique, par exemple sur le VWAP, mais eux, ils sont très rapides à analyser les données que leur envoie. Et par exemple, avec l'IA, plus tard, ou même déjà, un algo, il va pouvoir scanner absolument toutes les données
d'actualité, Reuters, Bloomberg, l'AFP, tout ce que tu veux, Yahoo Finance, en un millième de seconde, quand un rapport sur Amazon sort, par exemple, et hop, prendre une position dessus. C'est ça la prochaine révolution. Et moi, en ça, je me demande si le trading humain ne va pas être tué par l'IA dans les années à venir. Justement, je me demande le rapport qui va se mettre en... Justement, c'est intéressant parce que... un rapport de force, je pense que les rôles vont être réinterprétés. Ouais, je pense que tout le monde, enfin, en tout cas beaucoup, doivent se poser les questions justement par rapport à ça, quelle est la place un petit peu du trader particulier à l'avenir aussi. Et en même temps, j'aimerais revenir sur un point, c'est justement sur l'évolution qu'il y a eu ces dernières années aussi, parce que moi j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il y a quand même de plus en plus de manipulations sur les marchés, comme tu disais, de bluffs, de trucs, et que cette manipulation elle évolue aussi parce que dès que les gens ils comprennent un truc, ils font autre chose, etc. Et cette manipulation, justement, vous en tant que scalper, justement, parce que moi j'ai peu de recul par rapport à ça, je vois que ça évolue même régulièrement, on va dire, mais vous, comment vous la voyez cette manipulation? C'est-à-dire à quel point elle a évolué, à quel point ça devient gênant ou pas? Est-ce que finalement ça vous gêne pas plus que ça? Quand tu mets une paire de lunettes plus grosse, tu vois plus les choses. En fait, il y était déjà cette manipulation. Tu sais, le mec en 1780 qui achetait du soja, je sais pas où là, il avait des stratégies aussi pour manipuler la contrepartie. Ouais, ça allait moins vite, mais il y en avait aussi. Des stratégies, c'était autre chose. C'était un contre un avec un être humain en face de toi, mais il y avait des stratégies de manipulation mentale, des stratégies de commerciales, tout ça. C'était pareil. Maintenant, on voit ça de manière électronique dans le carnet, puisque maintenant tout est électronique. Ouais, c'est immédiat. Donc, je pense qu'elle n'a pas augmenté la manipulation, mais on la voit mieux. Elle est quand même plus sophistiquée, peut-être, non? Elle est interdite normalement, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fait. Même quelqu'un comme moi ou Thierry, il suffit d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse somme sur son compte pour pouvoir faire un petit peu de spoofing. Tu peux faire du spoofing. Même toi, tu peux en faire un petit peu. Elle nous gêne pas, moi, en tant que scalper, au contraire, je pense. Il y a des stratégies directement qui découlent directement de l'observation récurrente de certaines manipulations. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette manipulation, elle évolue. Vous voyez qu'elle évolue. Vous voyez qu'il se passe ci, il se passe ça. En fait, finalement, je dirais qu'un bon trader, justement, c'est un bon caméléon, quoi. Il s'adapte au fur et à mesure de son environnement. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'avantage, c'est que maintenant, on a des outils, justement, qui permettent de voir cette manipulation visuellement et d'en tirer parti. Donc c'est un vrai avantage qu'on a. Donc c'est pour ça que, en tout cas nous personnellement, et en tant que scalper encore plus, des trading c'est un peu différent, mais en tant que scalper, c'est pas vraiment gênant. Et on va même, je te dis, pouvoir en tirer parti grâce à des outils qu'on a, quoi, qui nous permettent de l'avoir justement cette manipulation. Ok. Mais vous, parce qu'avec le recul quelque part, justement, c'est votre vision des choses, que voilà, la manipulation, effectivement, on la voit, on s'adapte, etc. et tout. Mais je pense que vous imaginez qu'effectivement pour des gens qui débutent, c'est déroutant parce que en fait, tu démarres, on va dire les choses se passent comme ça, le mois d'après ça se passe différemment, tu vois ce que je veux dire? C'est un environnement qui est difficile finalement à appréhender parce qu'il est en perpétuel mouvement en fait, et l'être humain, je dirais par défaut, il n'est pas fait pour faire face à l'incertitude tous les jours, quoi, en fait. Parce que le principe même du cerveau humain, c'est que s'il se passe 3 fois la même chose, la 4e, il va s'attendre à ce que ça se passe pareil. Et si effectivement ça se passe différemment, il va être dérouté par ça. Et si la 5e, ça se passe différemment, et puis 3 fois de suite, ça va se passer pareil, puis à nouveau, une autre façon encore, qui est une 3e possibilité, c'est compliqué en fait à appréhender. Quand on a le recul sur les choses, effectivement, des années où on sait que, comme tu disais, Jean-Marc, c'est des cycles, et que finalement on se rend compte fondamentalement il n'y a pas grand chose qui change, mais que c'est juste que des cycles, et je pense que effectivement cette notion de cycle, elle est à la fois sur des années, sur des mois, sur des semaines, sur des jours, c'est-à-dire qu'il y a plein d'imbrications de cycles finalement, et que c'est pas évident ça obligatoirement à comprendre pour quelqu'un qui débute, quoi. Ça c'est l'expérience. Bah oui, mais c'est quoi la question alors exactement? Alors la question derrière justement, c'est vous voyez ça comme ça parce que effectivement cette notion de cycle, etc. et tout, du fait de votre expérience, comment quelqu'un qui peut-être débute justement va pouvoir faire face à ça? C'est-à-dire, est-ce que il faut de l'expérience justement, c'est-à-dire qu'il faut passer des heures et des heures devant les graphes pour effectivement appréhender ça? C'est tout. Il faut juste se former.
Se former avec les bonnes personnes sur les auto-former ou se former, soit faut être accompagné par un mentor, soit il faut se former soi-même, ça prend plus de temps, soit il faut se former par quelqu'un. Mais en tous les cas, il faut être mis en garde. Voilà. C'est sûr que quelqu'un qui débarque, mais même nous, moi, quand j'ai débarqué sur les marchés, je ne savais absolument pas ce que je faisais et je ne savais pas que je ne savais pas en plus, donc c'est encore pire. Il faut maintenant, c'est ça aussi qui est bien, c'est l'accès à l'information. On peut prévenir les gens, les nouveaux traders, les newbies, et on peut leur dire attention, ne vous jetez pas à corps perdu dans le trading comme ça du jour au lendemain. Méfiez-vous, c'est un travail de longue haleine. On ne comprend pas les marchés financiers, on ne comprend pas le trading comme ça du jour au lendemain. Bien, malgré ce que certains peuvent penser, parfois ils font 2-3 bons coups et puis ça y est, 2-3 bons trades et puis ça y est, ils pensent avoir compris les marchés. Non, c'est un travail de longue haleine. Et ça, c'est l'expérience. Alors, si on n'a pas l'expérience, on va la chercher ailleurs. Soit soi-même, soit avec quelqu'un qui vous aide. Mais ça, c'est primordial. Ouais, alors les personnes, c'est vrai, que ce soit en autodidacte, comme moi au départ surtout, en autodidacte ou avec des personnes, voilà, comme disait Jean-Marc, un mentor ou se former avec des gens, peu importe. Ça, c'est une chose. Le plus important, peu importe avec qui et comment, mais le plus important, c'est de se former sur les bons outils. C'est d'ouvrir les yeux sur ce qui ne sert à rien dans le trading. En tout cas, tout dépend de la forme de trading. Mais moi, je vais parler en scalping, donc je vais pas polémiquer sur tout ce qui est indicateur et tout ça, mais ouvrir les yeux surtout sur les outils qui nous donnent l'info qu'on a besoin à l'instant T. C'est ça qu'on a besoin. Voilà. Ouais, bah oui. Parce que peu importe avec qui après ils vont se former. Ça, c'est pareil. Au niveau du trader particulier, c'est pareil. Il y a quelques années, on avait encore trop de gens qui n'avaient pas accès aux bons outils. C'était RSI, MACD, tout ça. Maintenant, ils ont accès aux bons outils. Et c'est un peu grâce à des anciens comme nous. Thierry, Niokos, Kevin Tock, Côte d'Azur, Thierry, tout ça en France. Ils ont aidé à démocratiser des outils qui étaient déjà anciens mais dont on ne savait pas suffisamment, et aussi des outils plus récents. Et les gens, petit à petit, ils ont glané les informations sur le web, sur YouTube et tout ça, et les gens maintenant, ils sont au courant, ils sont beaucoup plus au courant qu'avant, qu'il y a des outils plus efficaces, et ça c'est ultra, c'est une évolution des marchés. C'est plus une évolution du profil de trader et des outils qu'ils utilisent qui a été, ces dernières années, incroyable. Et moi, je marque d'une croix rouge sur mon calendrier avec le jour où les CFD ont été interdits aux États-Unis. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, il y en a encore en France. Je rappelle quand même que le leitmotiv de Thierry en France, depuis le début, c'est de basculer les gens sur les futurs. C'est ça. Et il le répète depuis le début, arrêter les CFD, basculer sur les futurs. Et ça y est, enfin, je crois que les gens y comprennent. Ça commence, Ça casse bien. Est-ce que malgré tout... Il y a quand même encore il y a des Gaulois encore. Ouais, ça c'est pareil. L'accès au futur, on ne pouvait pas avant. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il fallait aussi une technologie par rapport à ça. Il fallait des moyens. C'était compliqué en fait à une époque. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas, c'est vrai. Et encore, parce que toi, moi, je rencontre des gens qui me disent. Ouais, futur, machin et tout, mais chez quel broker, chez machin, ils ont des brokers éventuellement européens qui leur coûtent un bras. Tu vois ce que je veux dire? Ils osent pas, par exemple, tout à l'heure, bah oui, ils osent pas aller chez un broker américain ici, qui connaissent pas. Pourquoi? Bah parce que en fait, bon, déjà il y a la barrière de la langue éventuellement, mais le gars, il est dans un autre pays, la réglementation, machin, il sait pas ce qui va se passer, il sait pas s'il va avoir son argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand il fait un virement aux États-Unis pour envoyer son argent, il sait pas. C'est un peu un saut dans l'inconnu, quoi. En fait, encore même aujourd'hui. Ça, la solution, c'est de pas rester seul dans son c'est ça. Faire partie d'une communauté ou avoir, comme je te disais tout à l'heure, un mentor. Des gens qui peuvent. Des gens qui savent. Moi, franchement, je serais pas passé par vous. J'aurais jamais fait un virement, effectivement, de mon argent aux États-Unis, c'est clair. Moi, je l'aurais pas fait si j'avais pas vu Thierry, si j'avais pas rencontré Thierry il y a 10 ans. Et c'est là qu'on voit que, oui, comme tu dis, effectivement, et c'est toute la problématique aussi parfois du métier, entre guillemets, de trader, c'est que souvent c'est un métier un petit peu solitaire, où les gens sont tout seuls dans leur coin. C'est vrai qu'ils ont beaucoup accès à de l'information sur Internet, sur YouTube, sur machin, etc. et tout. Mais par exemple, ce type d'information, souvent, là,
bah, il faut gérer un petit peu, aller chercher du monde et physiquement, on va dire, plutôt que d'aller chercher de l'info, parce que sur Internet, vous le savez très bien, on peut avoir des choses bien, mais il y a aussi des grosses conneries. Bah, en ouais, fait. ouais. Donc, Et ça, c'est pareil, il y a eu une énorme évolution à ce niveau-là. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand j'ai voulu me perfectionner sur la pratique du carnet d'or, je trouvais rien. Il y avait très peu de contenu, et en français, j'en parle pas. Alors que maintenant, et ça encore, c'est grâce à des anciens comme nous, je pense. Ça s'est démocratisé, l'information s'est développée, on trouve beaucoup plus de choses. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Ça, c'est bien. Et tant mieux, c'est vrai que je pense qu'effectivement, il y a une grosse évolution, même ces dernières années, par rapport à ça, en France, entre autres, mais partout. Et c'est vrai que je pense que ça va continuer, hein, évidemment, bien sûr là-dessus, parce que je pense qu'on est qu'au début. Effectivement de l'intérêt au trading pour beaucoup de gens. Si j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un client, c'est ce que je disais, c'est par exemple aux États-Unis, pourquoi aussi c'est aussi développé, c'est que chez eux, dès le départ, le capitalisme et le principe même de posséder des actions d'une entreprise, on apprend ça à 10 ans, quoi, même avant. C'est-à-dire que le gars à 10 ans, son père il dit tiens, t'as un peu d'argent de poche, tu vas investir ton argent effectivement dans des actions. On voit pas ça en France, quoi. C'est aussi une question d'éducation quelque part. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis c'est très mal vu. Le trader en France, c'est très mal vu en fait. Tu peux pas dire je suis trader à ton banquier. Il va te dire quoi? Ouais, t'es clochard. Quoi. En fait, t'es clochard. Quoi, c'est ça. Surtout un banquier. Tu boursicotes et tu perds ton argent sur les marchés, c'est ça en fait. Ils te prennent pas au sérieux. Même la famille te prend pas au sérieux. Les amis te prennent pas au sérieux. Mais ce qu'ils oublient de dire par contre, c'est que eux, des fois, ils font pas forcément gagner de l'argent à leurs clients. Non, mais ils te prennent pas au sérieux, mais rien à battre. Non, mais après, c'est là qu'on voit. Qui roulent en. Enfin, bon, bref, ils ne te prennent pas au sérieux, mais après, ils se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû. Non, mais c'est en même temps, ils ont raison pour 90% des gens. C'est ce que j'allais dire. Déjà, bon, effectivement, c'est vrai que la majorité des gens, bon, ils perdent de l'argent, mais c'est là aussi qu'on voit que c'est qu'une question d'éducation, même y compris chez les banquiers, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Les banquiers. J'en parlais effectivement à un client il n'y a pas longtemps. Ils ne connaissent rien. On n'a pas de culture économique déjà en France. Déjà, à la base. Mais même y compris les banquiers en fait, ils n'ont déjà pas de culture économique, et quand on voit le ministre de l'économie qu'on a à l'heure actuelle, on se dit qu'effectivement on a une culture économique extrêmement pauvre en France, parce qu'on a un abruti comme ministre de l'économie, j'ai pas peur de le dire, on a un abruti, c'est reconnu par tous les économistes, et quand on a effectivement un ministre de l'économie comme ça, on se dit qu'effectivement on n'a aucune crédibilité par rapport à ça, et que l'éducation économique en France est extrêmement pauvre, en fait. L'éducation financière est extrêmement pauvre, et je pense que ça part de là déjà. Alors les choses sont peut-être en train de changer, et dans les générations d'après, ça sera peut-être différent, mais je pense que voilà, on a beaucoup de retard par rapport à les pays comme les États-Unis. Il y a eu l'essor du trading, les cryptos, tout ça. Ça a une mauvaise réputation. Il y a eu beaucoup de traders crypto qui sont apparus. Là, il y a la nouvelle génération, les milléniums, tout ça. Ils sont beaucoup là-dedans, et ça n'a pas une très bonne réputation, donc ils mélangent un peu tout aussi. C'est ça, c'est que comme il n'y a pas de culture justement, ni économique ni financière, ni de la bourse justement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens ont l'impression effectivement que les traders sont inutiles, que la bourse est inutile, etc. et tout. On enlève la bourse, effectivement, il n'y a plus d'économie, hein, c'est aussi bête que ça, et donc ils n'ont plus de boulot. Donc en fait, c'est là qu'on voit aussi justement que c'est par méconnaissance qu'on justement fustige, que ce soit la finance ou les traders ou les spéculateurs, etc. et tout ça a une fonction en fait. Sauf que justement quand on la connaît pas, par défaut, on voit que les mauvais côtés, quoi. Ouais. Alors moi je voudrais juste finir un truc sur... En France, attends, je finis juste ça. En France, de toute façon, à partir du moment où tu es une profession, on va dire, indépendante, libérale, déjà, t'es pas très aidé. Hein. Non, c'est clair. Honnêtement, alors trader indépendant, c'est encore pire. Et je te jure, je finis, Thierry, juste, j'ai un exemple récent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez un audit de vos comptes, parce que vous avez un gros projet immobilier par exemple, et que il y a trop de dépenses en rapport avec le trading, le mec il va vous dire mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Vous faites quoi monsieur? C'est des paris en ligne? C'est quoi? Je te jure, je t'assure, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. C'est là qu'on voit que le manque de culture par rapport à ça. Ouais, donc moi je voulais finir sur pour moi la dernière, puisqu'on parle d'évolution. La dernière grosse évolution qui est très récente, d'ailleurs pour moi, même si elle existe depuis quelques années quand même,
Mais il y en a eu, ça a poussé comme des champignons, on va dire, depuis ces dernières années, derniers mois même. C'est les propres firmes. Ah oui, c'est vrai. Bah ça, c'est important d'en parler. Pour moi, ça a remplacé les CFD. C'est les mêmes businessmen véreux qui se sont... Alors, attends, au début c'était ça, après ça a évolué, oui, mais au départ, parce que là, honnêtement, parce que attends, ça fait 6 ou 7 ans que je vois ça moi en France. Ouais, mais au départ, c'est les mêmes gens, Mais les premiers, c'était Top Step. Top Step Trader, c'était le premier et le seul d'ailleurs, qu'il y avait à l'époque. Tu te rappelles, on l'avait testé une fois, on l'avait vu, on avait que des problèmes, dès qu'on était dedans, il y avait que des soucis. Moi, je disais, quand on me posait la question, je disais escroc. Voilà, c'est ça. Donc, mais maintenant que moi je fréquente un petit peu plus ce monde-là, alors pas forcément entrer dans ces comptes-là, hein, même si je l'ai fait, mais je fréquente beaucoup plus de gens qui sont dans ce milieu-là, et en fait, et j'en connais plutôt pas mal maintenant qui vivent de ça et qui gagnent leur vie grâce à ça. Et donc c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Quand je n'ai plus d'a priori comme j'avais avant, au contraire, et je trouve que ça peut être une bonne solution au départ en l'encadrant, on va dire. Voilà, parce que le problème c'est que c'est vrai qu'il se rémunère beaucoup quand même sur le renouvellement des mensualités parce que comme il y en a plein qui c'est pas cher et tout maintenant, avant c'était un peu plus cher déjà, mais alors plus ça va maintenant moins c'est cher, donc tout le monde va là-dessus pratiquement, et se dit avec un peu de chance je vais valider, je vais avoir un compte à 10, 20, 10, 25, 50, 100 000 facilement et tout, et je vais pouvoir y arriver et tout, et faut pas rêver, c'est pareil, c'est 90%, voire 95% plutôt, pour moi qui perdent voilà, là-dedans, et qui renouvellent et qui mettent de l'argent comme ça tous les mois pour essayer de choper le Graal et essayer d'y arriver. C'est le seul petit bémol que je peux mettre. Mais pour ceux, par contre, qui arrivent, qui sont sérieux, qui ont une vraie méthode de trading et qui se sont formés et qui arrivent, voilà, je vais leur faire un peu de pub. Hein. Moi, voilà, il y a un Discord que je connais bien maintenant, que je découvre, on va dire un peu plus, mais bon, voilà, maintenant depuis quelques semaines, et qui sont pas mal et avec qui j'ai fait une interview, c'est le Discord de TPF. Voilà, où ce sont des gens sérieux qui travaillent, qui donnent des bonnes infos, et les gens, voilà, après chacun sa méthode de trading, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est faire ça sérieusement. Faut pas faire ça en dilettante, en se disant, bon, de toute façon, ça me coûte que 15 balles par mois, qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà, si ça passe, ça passe, je valide. Si ça passe pas, je crame, et je reprends, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ça le problème. Et je dis qu'il y aurait peut-être un petit peu moins d'engouement et tout ça si c'était un petit peu plus cher. Comme ça l'était en fait avant. Même s'ils ont... Et puis avant, c'était très rigide. Ils ont assoupli leurs règles, quand même, heureusement d'ailleurs, parce que c'était une vraie galère. Même moi, c'était vraiment une vraie galère. Et du coup, moi qui n'avais jamais cramé un compte en réel, je ne dis pas en propre firme, hein, à cause de leur putain de règles, là, franchement, tu peux pas mettre un contrat de plus, sinon tu te fais sortir. Tu oublies les heures, tu te fais sortir. Une heure où il faut pas trader, tu te fais sortir. C'était une cata avant. Hein. Puis alors, moi, les règles, c'est pas mon truc. Hein. Donc voilà, ça a toujours été mon problème. Mais ils ont évolué là-dessus. Ils ont diminué les prix. Ça, pour moi, c'est un bien et pas bien, voilà. Mais voilà, en tout cas pour moi, voilà, peu importe en dehors de ce que je pense, c'est vrai que c'est une révolution. Ouais, c'est vrai que par contre, c'est même une révolution, on va dire, parce que toi, je parlais justement tout à l'heure que je vais pas obligatoirement virer de l'argent aux États-Unis sans savoir, machin, etc., et trouver un bon broker, pas cher, etc. Même encore aujourd'hui, c'est pas simple. Toi, j'ai des clients, par exemple, qui me demandent en disant ou toi qui ont des frais hyper importants, disant bah oui mais je sais pas où aller autrement, toi. Il y a encore ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est quand même une révolution par rapport à ça, que ça a permis effectivement à des personnes, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tu n'avais pas de capital, tu pouvais pas faire du trading. Alors même si c'est vrai que ça s'est démocratisé parce que notamment avec les micros, avec etc., on pouvait trader avec moins de capital, mais malgré tout, tu n'avais pas au moins 4-5 000 balles à placer, tu pouvais pas faire grand chose quoi en fait. Après, par contre, excuse-moi, mais bon, alors, je veux pas me faire l'avocat du diable non plus, mais si tu viens dans un monde justement de finance, si t'as pas un minimum, si tu veux, pour pouvoir faire cette activité-là, tu la fais pas quoi. Ouais.
Et là, justement, c'est un peu dommage, mais quelque part, ça ouvre la possibilité, et là encore, à plus de monde, justement. C'est aussi ce qui fait qu'il y a plus de monde, je pense, qui s'intéresse aussi aujourd'hui au trading. C'est que tu peux démarrer, on va dire, quasiment de rien, en tout cas en apparence, hein, parce que après, derrière, comme on dit, ça coûte pas cher, mais finalement, ça peut coûter cher à force de cramer des comptes. Et puis que, moi, j'avais fait d'ailleurs une série de vidéos là-dessus sur ma chaîne, sur la psychologie, sur ce que ça change sur la psychologie de trader en propre firme ou de trader sur un compte propre, puisque moi j'ai fait les deux aussi. Et en fait, c'est quand même assez différent, justement. Ça te pousse à la faute, ça te pousse énormément à la faute. Et toutes ces règles, justement, sont faites pour cramer du compte, parce que leur business model, il est quand même basé là-dessus. C'est ça. C'est pas pour ça qu'on peut pas y arriver, hein, mais je pense que c'est encore plus dur, justement, d'y arriver en propre firme que sur un compte propre, du fait qu'il y a énormément de pièges, et que justement on appuie déjà sur la fragilité au niveau psychologique de la plupart des personnes par rapport à ça, sur la cupidité, sur etc. etc. Donc oui, c'est une révolution, avec du plus et du moins, toujours, avec des avantages et des inconvénients. C'est ça. Ça s'est amélioré quand même. Parce que ça s'est amélioré. 10 ans, quand on me demandait, je disais non, reste à l'écart. Ouais. Maintenant, je suis plus nuancé. Ouais. Et en plus, il y a quand même deux types à différencier quand même sur les propres firmes. Il y a des propres firmes qui sont sur les futurs et il y a des propres firmes qui sont sur les CFD. Ouais, alors voilà. Et là, on va retrouver CFD, laissez tomber. Là, je dis toujours. Et d'ailleurs, il y a une histoire d'escroquerie avec, c'est comment il s'appelle, c'était MFF, c'est ça, ou je sais plus. FTMO a été mis sur la liste noire de l'AMF, il me semble. Ouais, mais plus il y a MyForex Fund ou je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est MyForex Fund car effectivement ils se sont rendus compte que c'était une escroquerie et que. Mais avec les mêmes principes de CFD, en ça fait. pourrait arriver aussi avec celle des futurs. Attention, c'est tout nouveau. Hein. On pourrait très bien se retrouver, comme pour les CFD, avec cette activité interdite aux États-Unis dans quelques mois ou dans quelques années. Sûrement, peut-être sur la partie aussi CFD. S'il y a des affaires. Pourquoi ? Parce que le problème de MyForex Fund, c'était justement parce que c'est sur des CFD. C'est pour ça qu'ils manipulaient, quoi, en fait. Ce qu'ils peuvent pas faire, effectivement, de la même façon sur les futurs, quoi. Non, mais par contre, le problème de manipulation ou d'escroquerie envers les clients, il peut être fait à partir de n'importe quel, qu'il soit sur CFD, futur ou stock, ils ce que sont tu pas, veux. Voilà. Ils sont pas dans le carnet, mec. Ils sont pas dans le carnet. Bah non, excusez-moi. Enfin, ça dépend des propres firmes. Il y a des propres firmes, peut-être que vous êtes en live à partir du moment où vous êtes chez leur partenaire. Alors, tout trade, c'est News Trading, je crois. À partir du moment où vous êtes mais sinon, la plupart du temps, vous n'êtes pas dans le carnet. Vous n'êtes pas dans le carnet. Parce que sinon, le problème de liquidité dont on parlait tout à l'heure, il serait résolu depuis longtemps. Parce que quand j'en entends qui me disent, ouais, moi j'ai 20 comptes avec Replicanto. Ah bah génial. Quand tu poses 4 contrats sur 15 100, en fait, il y en a 40 des contrats. C'est marrant parce que dans le carnet, quand je regarde le carnet, on est d'accord, c'est pas de l'argent réel, effectivement, c'est du fictif à ce moment-là. Bon, le principal, comme disent les gens, c'est que du moment qu'ils te payent après, tu t'en fous. Mais on est d'accord, c'est vrai que ça n'a pas d'impact direct sur les marchés. Par contre, c'est plus facilement contrôlable, c'est-à-dire que... Et donc, moi je disais ça pour dire, en interne, ils te mettent dans le carnet qu'ils veulent. Les brokers, ils avaient 3 carnets. Ils avaient le book A, le book B, le book C. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Tu peux être sûr que les propres firmes, c'est pareil, ils ont plusieurs books et ils te mettent dans des books différents. Tu peux être dans le book live, ok, lui c'est un bon, il est en live, on l'a testé, tout, mais tu peux aussi, je suis sûr qu'ils ont des books où ils mettent pas ton ordre sur le marché, ils le répliquent pas, et je pense même qu'ils mais c'est clair. Ils font tout pour te planter. Bien sûr, il y en a certaines qui sont. Après, maintenant je suis plus nuancé. Maintenant, je pense que c'est assaini. Ouais, je pense que tu sais, c'est comme tout, c'est même d'ailleurs, je pense dans les CFD, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui sont sérieux, qui font bien les choses, et puis effectivement, il y a des escrocs, quoi, en fait, et comme partout. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, toi, ça a été interdit aux États-Unis parce qu'à un moment donné, il y a eu des escrocs dans les CFD, et on a dit, bah non, c'est trop facile d'escroquer là-dessus, donc on interdit. Ça n'a pas été interdit dans d'autres trucs parce que je pense que les gens... Il y en a aussi qui font bien leur boulot et finalement, c'est pas de l'escroquerie à proprement parler, même s'il y a un peu de magouille. Et puis, après, dans les profirmes, c'est pareil. Il y a des gens, je pense, sérieux et il y a des gens, effectivement, qui sont des escrocs qui profitent du truc, quoi, en fait. Mais là, c'est marrant. Tous ces business, là, il y a eu les options binaires aussi. Tous ces business, ils apparaissent, ils disparaissent parce qu'ils sont interdits. Et là, on a les propres firmes. Bon, les propres firmes, ça se pérennise parce que je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient un vrai
filons. Ouais. Donc ils se sont dit, on va pas le foutre en l'air, on va quand même être un minimum honnête. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que notamment aux États-Unis, je sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de brokers qui commencent à fustiger contre justement les preuves firmes parce que ça leur prend leur business. Tu m'étonnes. Et ça leur pique leurs clients. Bah oui. Et en fait, ils sont en train d'essayer de mener des choses, justice, etc. Je te dis, on pourrait très bien se retrouver avec des preuves firmes interdites parce que attention, c'est pas impossible. Au niveau lobbying et tout ça, bien sûr. les brokers US, ils ont les brokers, ils se font un peu laminer, effectivement, par les preuves firmes en ce moment. C'est clair. Mais attends, c'est pas des gens qui pourraient mettre des gros comptes, tu vois. Non, de toute façon, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est une erreur quelque part de fustiger ça. Alors, je pense qu'il ferait mieux de créer une filiale de preuves firmes, c'est tout. Le mec qui arrive à faire des retraits et tout ça, moi je lui donne comme conseil, ton argent, ouvre un vrai compte. Oui, après, oui. Ouais. Mais ça peut être un bon moyen, comme disait Thierry, justement, de démarrer, t'as pas de capital. Tu gagnes, tu crées un peu de capital, et puis après, derrière, tu as investi en parallèle chez un broker aussi, effectivement. Ouais, tout à fait. Parce que, au final, ils ont assoupli leurs règles, mais ils sont très peu, ils sont pas du tout cléments. Non. Si tu as un performance à compte, même si tu l'as depuis 1 an et que tu fais une petite erreur, ils vont te virer. Oui, tout à fait. C'est pour ça que... Tu pourras chouiner, ils en ont rien à foutre. Je pense malgré tout ça fait 1 an que tu as ton compte, et ça fait 1 an que tu bosses pour eux, et ils te virent. Ah non, mais ils s'en foutent totalement. Par contre, ça peut être une bonne école, justement, parce qu'après, derrière, une fois que tu sais faire ça en preuve firme, tu sauras le faire chez un broker aussi, quoi. Bien sûr, pareil. Ouais, de toute façon, ouais. Par contre, c'est vrai que ça peut aider à travailler sa façon de trader. Attention, je dis attention, si vous passez du temps sur des comptes propres firmes à poser 10-15 contrats sur le Nasdaq parce que vous avez ça peut partir le jour au lendemain. Et que vous repartez sur votre compte réel où il y a $5 000, méfiez-vous parce que vous allez aller voir vous avez pris des... mais là c'est pareil, les gens, toi, ils ont intérêt à être accompagnés à ce moment-là pour pas faire n'importe quoi non plus, quoi. En fait. Parce que là... Moi c'est ce que je leur explique en psycho, c'est pas pareil psychologiquement. Psycho c'est pas du tout la même chose, quoi, en fait. Et, on met pas le même nombre de parce que là chaque fois que tu fais une perte, c'est une vraie perte, quoi, toi, t'es chez le broker. Non, il y a vraiment une différence énorme au niveau psychologique. Même si tu as réussi à monter 10 comptes en répliquant de taux, là, et tout ça, et que ça a de la valeur pour toi, c'est pas pareil. Non. La boule au ventre sera toujours différente sur un petit compte, sur un compte réel, même s'il n'y a que $3 000 dessus. Tu t'appréhendes pas les choses de la même manière, ça c'est sûr. Tu peux avoir 1 million sous gestion en propre firme, ça sera pas pareil, je te le garantis. Mais tu vois, moi aujourd'hui, $3 000 en réel. Aujourd'hui, moi je peux en parler en plus parce qu'aujourd'hui j'ai les deux, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai encore un compte en réel chez un broker, chez AMP, et aujourd'hui j'ai des comptes en propre firme, des comptes financés. Donc effectivement, je vois bien que voilà, j'aborde pas les choses de la même manière, quoi, en fait, c'est différent. Alors, est-ce que toi, tu as réussi à retirer de l'argent de ces comptes financés? Alors, je suis en cours, si tu veux, en fait, là, je peux en retirer, parce que j'ai 5 comptes financés maintenant. Donc, j'ai démarré, on va dire, sérieusement, parce que j'ai mis du temps, moi aussi, à comprendre les règles, à comprendre les trucs. On veut les relever avec un huissier. Je veux le nom de l'huissier. En plus, j'ai abordé différentes propres firmes. Il y en a certains, tu te rends compte que tu connais les règles une fois, justement, que tu as avancé. Puis finalement, tu te rends compte que les règles ne te correspondent pas, donc tu es obligé de rechanger. Donc, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai des comptes financés. J'ai commencé même à retirer sur tu bégayes un peu. J'ai commencé à retirer sur certains comptes, mais pas de manière régulière, effectivement. Et j'ai recommencé sur Bullnox, parce que Bullnox, je trouve que c'est bien, effectivement, justement, tu peux copier. Mais j'ai remarqué aussi que le copieur, c'est vachement risqué. Donc, dès que tu fais une connerie, tu copies aussi sur tous tes comptes. Et donc aujourd'hui, en fait, je vois bien, comme je vous disais, j'aborde pas les choses de la même manière. J'ai de l'argent, effectivement, sur les comptes financés. J'ai de l'argent chez le broker. Aujourd'hui, je me suis focalisé quand même sur la preuve firme, justement, parce que je veux voir jusqu'où ça peut aller. Et je veux avoir, justement... C'est-à-dire, je veux aller jusqu'au jour où je deviens régulier là-dessus. Je suis capable de retirer tous les mois de manière régulière. Okay. Et ça, je pense qu'il faut, c'est au bout de 6 mois que tu fais ça, que tu peux te dire oui, ok, ça marche, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, c'est ok. Et ça, c'est un peu un challenge personnel, parce que je ne gagne pas obligatoirement plus en faisant ça qu'en étant chez un broker. Même si maintenant, en ayant pas mal de comptes, tu te rends compte que si tu as 5, si tu as 10 comptes, tu peux même aller jusqu'à 20 comptes chez Apex, c'est 11 chez Bullnox, 11 comptes, moi je suis sur les 25K.
on se compte à 25K, tu fais aller 200 balles par jour, c'est 200 par 10, hein, donc ça, tout de suite c'est 2000 quoi, par jour. Donc c'est vrai que tu peux te faire de l'argent, effectivement, en partant de zéro, juste en tradant bien, en étant rigoureux, en faisant attention, en comprenant les règles, c'est possible. Mais il faut savoir que c'est à peu près, allez, on va dire 3-4% des gens sur les propres firmes. Hein, d'ailleurs, là déjà au stade où je suis, on n'est plus beaucoup. Quoi. Je suis allé voir sur le fameux Discord dont parlait Thierry tout à l'heure, dans le salon Payout. Il y a des payouts réguliers. Apex, oui, bien sûr, parce qu'il le montre en plus. Alors, pas Bullnox, par contre, il ne montre pas, mais Apex, il te donne une liste, effectivement, de tout ce qu'il verse en permanence. Et donc, tu peux vérifier par rapport à ça que oui, il y a Frédéric dans le 49, effectivement, qui a eu un versement, etc. Bon, moi, je suis pas sur Apex. Mais c'est vrai que oui, c'est assez transparent par rapport à ça, et je trouve ça bien. C'est là que je dis que ça, c'est quand même assaini. Ouais, et puis ça encourage aussi. Il y avait des problèmes de paiement. Ouais, et au départ, il y a eu quelques soucis, je pense, chez certains. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, voilà, c'est correct, on sait qui paye. Moi, j'en connais des paiements régulièrement. Marrant, les gars. Vous vous rendez compte que ça fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça prouve que vraiment, c'est l'engouement du moment. Mais bien sûr. Et toi, moi, si j'y passe autant de temps, pourquoi ? C'est parce que j'ai remarqué une chose à un moment donné, c'est que parmi mes clients, moi, que j'accompagne au niveau psycho du trading, en fait, il commençait à y avoir 80% de gens qui étaient sur des propres firmes. Donc, à un moment donné, moi qui étais chez un broker, chez MP, je me suis dit, oui, mais il faut aussi que je fasse cette expérience-là. C'est-à-dire que c'était pas surtout moi en disant, tiens, je vais laisser tomber mon broker, je vais aller sur les propres firmes. C'est je me suis dit, si je teste pas ça moi-même et que je ne passe pas toutes les étapes, etc. et tout, je ne comprendrai pas non plus toute la psychologie qu'il y a derrière, quoi, en fait, tu vois. Donc, c'était aussi un challenge personnel par rapport à ça, en disant, je vais le faire, je vais déjà essayer de comprendre ce que c'est que les propres firmes, les différences qu'il y a chez une propre firme à une autre, comment on arrive à faire ça, etc., etc. Et c'est là que je peux dire maintenant aujourd'hui, oui, c'est pas la même psychologie, oui, il y a des particularités par rapport à ça, oui, tu peux gagner aussi, mais effectivement, tu vas pas le faire de la même façon, quoi, en fait. Ok ? Mais en même temps, c'est possible. Je voudrais juste une petite anecdote qui est assez marrante d'ailleurs. Je suis en train de conclure, je suis en train de mettre en place actuellement un partenariat avec NinjaTrader. Ok, donc ça veut dire que je suis pour que j'ai une vue sur leur truc à eux de partenariat et d'éducation pour les formations qu'on fait et tout ça. Et puis en contrepartie, il y a aucune rémunération là-dessus. Je ne fais pas d'affiliation. J'en ai jamais fait. Je vais pas commencer maintenant. Et en contrepartie, je mets un logo de Ninja, voilà, avec un truc et puis et voilà. Donc sur mon site. Donc c'est un échange de bons procédés. Ça me va très bien. Et en plus, il me donne la clé de distance gratos et tout, donc avis, multi-broker, donc ça me va très bien. J'ai accès à la dernière plateforme et tout va bien. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand la personne que j'ai en contact, qui est en Asie, qui est français, donc et qui développe donc ce côté partenariat avec la France et tout, la première chose qu'il m'a dit quand j'ai eu contact avec lui par Skype, il fait bon voilà, on veut développer le côté français parce qu'on sait que NinjaTrader n'est pas connu en France et tout. Voilà, alors j'ai dit oh là, attends, j'ai dit stop, je t'arrête. Détrompe-toi. NinjaTrader pour moi, avec ProRetime, c'est la plateforme pour moi la plus connue en France et surtout depuis l'éclosion des propres firmes. Ouais. Parce que sur les propres firmes, ils travaillent tous avec Ninja. Ouais. Et ils te donnent la clé NinjaTrader et tout ça avec les flux qui vont dessus. Alors même si tu utilises d'autres plateformes, si tu veux, à côté, peu importe, la base, on va dire, de leur business model, c'est avec NinjaTrader. Donc je dis, détrompe-toi, parce que quand tu vois, enfin moi, tous ceux que je connais qui sont sur les propres firmes, ils connaissent tous NinjaTrader, ça c'est évident. Donc j'ai dit, détrompe-toi, ça. Donc c'est plutôt marrant, tu vois, des fois comme quoi c'est la méconnaissance des choses. Voilà, donc alors que c'est complètement fou, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je suis sur NinjaTrader, justement, et c'est un peu comme ça que ça, c'est pas bien. Je sais que ça va pas te plaire. On va couper l'interview. Mais c'est un peu comme ça que j'y suis passé, effectivement. Et quelque part, aujourd'hui, toi, je m'y suis fait à NinjaTrader. Et en fait, je trouve ça bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bien. Ça veut pas dire que Sierra, c'était pas bien. Et que Sierra, effectivement, c'est une bonne plateforme aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible et je le comprends pour beaucoup de gens qui débutent. NinjaTrader, c'est beaucoup plus accessible que Sierra au départ. Mais en même temps, moi, quand j'ai démarré Sierra, notamment avec vous, si tu as quelqu'un effectivement qui te donne les graphes, qui te montre comment ça marche et tout, Sierra, ça le fait aussi, on est bien d'accord.
Bah ouais. Après, le seul truc que je peux reprocher, alors il n'y a pas que Ninja d'ailleurs, hein, mais que ce soit Ninja ou d'autres plateformes, même si tu as alors, ce qui est le cas maintenant de Ninja Trader, à peu près les mêmes outils qu'il y a dans Sierra. Tu as le Market Profile, tu as Volume Profile, tu as le Footprint, il n'y a pas de souci. Tu as même une map, je crois, hein, voilà. Donc ça, ok, les outils, ils sont là. Après, c'est une question de paramétrage. Et le problème, c'est ça, on en parlait avec Jean-Marc le soir. Des fois, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, je crois. On disait, putain, Sierra nous casse les bonbons en ce moment et tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs, de machins, de petits trucs qui vont pas. Et on se dit, ouais, putain, c'est vrai que ça va peut-être le coup de changer de plateforme. Mais en fait, on n'a pas la foi. On a tellement passé d'années, si tu veux, sur cette plateforme. C'est dur, on n'a pas ouais, envie de ouais. recommencer sur une autre plateforme. C'est clair. C'est-à-dire que nous, on est vieux, tu vois. C'est ça. On est vieux maintenant. C'est dur de changer les habitudes des vieux. Attention, on est en perpétuelle évolution, on en apprend tous les jours. Toujours, hein. Mais recommencer à zéro avec une autre plateforme, j'ai pas la foi non plus. Il faudrait vraiment que Sierra ait des gros problèmes. En même temps, je vous comprends parce que toi, j'ai passé combien de temps sur Sierra? J'ai dû passer au moins 1 an et demi quand même. Et toi, de passer sur Ninja après au départ, ça a été, au début, ça a été un petit peu chaud quand même. Et il a fallu un certain temps justement pour retrouver les marques, pour retrouver les trucs, pour reparamétrer bien le footprint, etc., etc. Et je comprends. Et puis en plus, il y a des trucs peut-être que vous ne pourrez pas faire dans Ninja que vous faites aujourd'hui dans Sierra, parce que faut reconnaître à Sierra quand même le gros avantage, c'est qu'on peut avoir un paramétrage qui n'a pas de limite, quoi, en fait. Tout est possible dans Sierra. Ouais. Et dans Ninja, tout n'est pas possible quand même sans développement, quoi. C'est dommage, il y avait Market Delta qui était pas mal. Maintenant, il y a Investor RT. IRT, c'est la petite cousine de Market Delta, donc elle est pas mal. Il y a tous les outils qu'il faut, les graphiques sont jolis. Après, on entend pas mal parler de la petite dernière, Contower. Oui, c'est pas encore. J'avais eu une personne en coaching, et il avait réussi à avoir exactement le même réglage avec son foot. Alors moi, de ce que j'ai entendu, c'est vrai que c'est hyper prometteur, il y a plein de choses et tout, mais il y a encore des choses justement qui sont pas encore vraiment au point, j'ai l'impression. C'est nouveau, hein. C'est comme Atas il y a quelques années, c'est nouveau. Atas ont bien progressé aussi. Non, mais il y a de l'offre, mais ça sera... Attention, c'est comparer une Mercedes et une Lamborghini. Sierra, c'est pas user-friendly, on le répète, c'est moche. Ah non, mais pas super joli. On est bien d'accord. Professionnel. Mais c'est une boîte à outils, Sierra, qui fait que tout est possible en fait. Et en fait, obligatoirement, ça a les avantages et les inconvénients. Comme tout est possible, effectivement, le paramétrage il est hyper complet, mais évidemment, par défaut, moins accessible, quoi. Puis il y a une offre maintenant. Vous avez fini de monter la petite formation que vous faisiez sur Sierra, là, avec Alain? Non, on continue. Là, j'ai des vidéos à rajouter d'ailleurs. Faut que je fasse. Puis ils ont fait un Discord français sur Sierra aussi. Donc il y a de l'info maintenant, il y a de l'information. Ouais, c'est sûr. Voilà. J'aimerais qu'on... Parce que je vois l'heure aussi qui tourne. Vas-y, avance. Donc, on a fait le tour de tous les sujets principaux. Hein. Alors, après, on n'a pas encore... j'aimerais juste qu'on... Voilà, c'est ça. Justement, c'est ce que je voulais aborder. J'aimerais juste qu'on aborde justement le côté maintenant IA, futur, etc. et tout. Comment vous voyez un petit peu, justement, à la fois l'avenir, entre guillemets, des marchés financiers et du trading, notamment du trading particulier, parce que en fait, c'est que... oui, la question qu'on peut se poser, moi je suis passé au salon du trading il n'y a pas très très longtemps, et notamment il y avait une start-up comme ça, effectivement sur l'IA, etc. et tout, où en fait tu pouvais, toi, juste décrire en texte une méthode, par exemple, une technique, en disant tiens, j'imagine que je fais ça, est-ce que c'est rentable? Et en fait il a analysé par rapport à toutes les données de 10 ans en arrière, pour voir effectivement si sa stratégie était rentable, quoi, en fait. Et il a prolongé effectivement sur la suite. Alors, en même temps, ça paraît super séduisant, il y a des trucs géniaux comme ça par rapport à ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas obligatoirement hyper pertinent non plus, parce que ce qui a été bénéficiaire, je dirais, sur les 10 ans passés, c'est pas pour ça que dans les 6 mois ou les 1 an qui viennent, ça va marcher aussi, quoi, en fait. Mais... je pense que, en tout cas, c'est une tendance qui va évidemment va continuer. L'IA, il va y en avoir partout, pas que dans les marchés financiers et que dans le trading, il y en aura partout dans notre vie, de toute façon. En même temps, comme le disait, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps d'un scientifique justement qui parlait de l'IA. Comme il dit, on parle d'IA, mais en fait, c'est pas de l'intelligence, en fait. Il faut pas oublier, c'est juste à partir de données, en fait, on fait quelque chose. Mais tu donnes pas de données, il n'y a rien. Et contrairement à l'intelligence, justement, c'est qu'un humain peut se retrouver dans une situation totalement
inconnue, nouvelle, sans données, il va être capable d'en faire quelque chose. L'IA, non. Et justement, c'est en fait, comme il l'explique, c'est finalement fait sur de la métadonnée, mais sans métadonnée, il n'y a rien, quoi, en fait. Donc, oui, on peut pas... Je m'absente 2 minutes. Ouais. On peut pas vraiment parler d'intelligence par rapport à ça. Non, mais quand même. Mais on est d'accord, c'est quand même bluffant, effectivement, tout ce qu'on fait avec ChatGPT. Pour conclure l'émission là-dessus. On est tous d'accord pour dire que la prochaine, moi personnellement, je suis quasiment convaincu, la prochaine, il y a des avancées technologiques, il y a des énormes. Ah ben ça va changer beaucoup de choses. On a eu Footprint, on a eu Bookmap. La prochaine grosse avancée, elle viendra d'IA. Je suis convaincu. Mais attention, il faut distinguer l'IA, l'impact que ça va avoir sur le trader particulier et l'impact que ça va avoir sur le trader, sur le trading en professionnel en banque. C'est pas les mêmes impacts. Ouais. Pour moi, l'impact, je sais pas mais je suis en train justement en ce moment de m'y intéresser énormément à ça. Mais à mon avis, c'est ce que tu disais, dans le traitement rapide des données et dans l'analyse des données et des informations, c'est là que l'IA va révolutionner. Il va y avoir une dinguerie qui va être faite, je pense, dans les années à venir. Je sais pas sous quelle forme ça apparaîtra et qui sera un outil en plus pour notre trading. Après, en banque, je pense que l'IA a un impact plus sur le rapport sur le rôle des gens dans les salles de marché, tout ça. Je pense que je pense que c'est en train de tuer un peu le trading humain, enfin la part humaine dans le trading. Déjà, tu sais, dans les banques, à proprement parler, il n'y a plus vraiment de traders. Hein. Non, très peu. Après, oui, il y en a encore des salles de marché, puis ça dépend de quelle structure on parle. Si on parle d'un hedge fund, si on parle un hedge fund, oui, mais dans une banque, la banque fait plus vraiment le métier de trader, quoi, en fait. C'est très, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec l'essor de l'informatique, tout est électronique maintenant. Ouais. Mais il y a quand même une part, notamment la part recherche. Il y a une grosse part de compte trading avec de la recherche pour développer tous ces algos. Et puis cette IA, il va falloir en faire quelque chose. Donc, mais voilà, l'impact sur nous. Par rapport à ce que tu as pu voir, justement, je pense que je vois bien un outil apparaître dans les mois ou les années à venir. Je sais pas sous quelle forme, un truc qui va révolutionner le traitement des données qu'on reçoit sur nos plateformes et de news fondamentales et les plateformes d'analyse graphique et de trading. Tu vois, par rapport à ce que tu disais justement, 1000 fois plus rapide que maintenant, et qui analyse pour nous les choses. Par rapport à ce que tu disais justement avant, moi je vois bien des choses, justement des outils qui vont nous faciliter justement le traitement des données. C'est-à-dire, comme tu disais, tu as une nouvelle qui sort de tel endroit ou peu importe où, cette interaction qu'en fait, que toutes les données, toutes les sources de données qui peuvent effectivement s'agglomérer à un endroit, effectivement, et en faire quelque chose, quoi. On peut déjà le faire maintenant avec ChatGPT. De plus en plus. Tu peux déjà, par exemple, avant un FOMC, tu lui sors les différents scénarios. Je sais pas, tu lui écris son scénario. Tac, 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 le FOMC, soit il va dire ça, soit il va dire ça, soit il va dire ça, il va se passer ça. Donne-moi d'après l'historique que tu as dans tes données, l'impact que ça va avoir sur l'action des prix pour ce scénario-là, ce scénario-là, ce scénario-là. Et au moment où ça sort, bam, en un millième de seconde, il te sort sur un tableau ce qui va à 90% de choses de se passer. Bam. Tu vois, moi je vois bien un truc comme ça. Bon, ça existe déjà certainement. Et puis c'est faisable déjà soi-même si tu maîtrises un peu de ChatGPT et tout ça. Mais moi je vois bien une dinguerie comme ça dans les années à venir, mais un truc vraiment pointu se faire. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et par rapport aux banques, je vois une redéfinition des rôles de chacun par rapport à cette IA qui va prendre de plus en plus de poids. Moi, je pense que tu as le trading par intelligence artificielle, entre guillemets, je pense qu'il va peut-être servir à développer le trading automatique. C'est-à-dire que pour les particuliers, pour leur enlever justement ce côté émotionnel, si c'est bien développé, peut-être que ça va rentrer dans cette case-là. Et je sais pas. Tu vois ? Là,
qu'est-ce que c'est en fait depuis le début ce qu'on dit? C'est qu'on a des technologies qui au début sont pour des initiés, qui deviennent petit à petit de plus en plus démocratisées. Mais là, ça va être pareil. Encore ce que plus, les quant traders développent pour des millions de dollars en ce moment pour des algorithmes HFT, peut-être que l'IA pourra le faire pour nous dans quelques années et à moindre coût. Tu vois, c'est ça. Je pense que c'est le plus dit, Thierry. Je pense que c'est ça en perso, fait. tu vois, moi je suis un geek, hein. Donc j'adore ça. Et je me suis acheté. On se fera des algos de fou. Je me suis acheté une formation là sur ChatGPT. Une vraie formation. Mais moi c'est pareil, je suis passionné par ça en ce moment. Moi je vais m'y mettre, là j'ai pas eu le temps encore de la commencer, mais je l'ai acheté, voilà, donc je vais me la faire et je vais m'intéresser vraiment de plus près à ça. Alors moi je l'ai pas acheté dans ce sens-là, hein, évidemment. Moi j'ai plutôt acheté pour me faciliter la vie dans le codage pour développer des choses sur Sierra Chart. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est surtout là-dessus. C'est ça aussi. Toi, j'ai un client pareil, c'est que en fait, c'est pas un informaticien à la base, mais bon, il comprend les trucs et en fait, il se sert de ChatGPT pour développer effectivement des choses. Et en fait, il y a des fois, comme il dit, je sors des trucs, je fais voir ça aux informaticiens parce qu'en plus, il a une boîte, il fait voir ça aux informaticiens de sa boîte. Il dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas toi qui a fait ça, quoi. Et en fait, et donc pour son trading, il développe là aussi pour faire du backup et pour faire des tests sur des stratégies, il développe des trucs à partir de ChatGPT, quoi, en fait. Et donc il peut tester comme ça. Quand ChatGPT est sorti, c'était très récent, hein. C'était très récent. J'ai dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce que c'est. J'ai quelqu'un qui m'a filé le lien et tout. J'ai regardé un petit peu. Et je suis tombé donc sur la fenêtre de chat. Tu pouvais lui demander, discuter avec lui, quoi. Et en fin de compte, pour savoir un petit peu ce que ça voulait, moi, je jouais beaucoup à un jeu. Alors, je n'y joue plus, parce que je joue plus sur PC maintenant, je suis plutôt sur console, qui s'appelait Arma 3. Et Arma 3, j'ai passé beaucoup de temps à créer des serveurs à une époque et tout. Et le codage, c'est du LUA. Donc, c'est un langage d'informatique. Et du coup, juste pour voir comme ça ce que ça donnait de ChatGPT, j'ai posé la question et j'ai dit donne-moi le code pour faire par exemple tenir un chapeau au mur. Tout simplement. Tu vois. Et il m'a sorti le code, le truc direct en 30 secondes. Quoi. Ouais, c'est ça en plus, c'est très rapide. Évidemment, tu l'adaptes. Mais tu vois, c'est avec les objets, avec les machins. Bon. Mais en tout cas, il m'a sorti le code principal, c'est un truc de fou, quoi. J'ai halluciné, quoi. Vraiment. Donc, je pense que, honnêtement, c'est l'avenir, mais oui, c'est sûr. Après, bon, moi je reste mitigé quand même, parce que, ok, moi j'aime bien, je vis avec mon temps, je suis un geek et tout, donc j'aime bien tout ce qui est technologique et avancé technologique. Après, il y a des choses, voilà, faudrait pas non plus que ça remplace l'humain. Non, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que j'ai peur qu'on y aille, quoi. Il faudra toujours un être humain pour appuyer sur le bouton. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe de manière générale au niveau informatique. On va de plus en plus vers le no-code. En fait, bientôt il y aura plus de codeurs. Le codage, il sera fait par des ordinateurs. Effectivement, tu lui diras ce que tu veux et il va coder le truc pour toi. C'est déjà un peu ce qui se passe avec le no-code. C'est une tendance depuis longtemps. En termes de temps, c'est le gain de temps. Et en fait, il n'y aura plus de codeurs à un moment donné, à part pour vérifier certaines choses ou quand ça merdera, entre guillemets. Mais le reste, après, tout sera fait par des ordinateurs, tout le code. C'est-à-dire que, en fait, le principe, c'est que tu vas oublier l'informatique et le code qu'il y a derrière parce que tu vas être capable d'expliquer ce que tu veux et il va te le donner directement, quoi, en fait. Et ça va se faire de plus en plus. Et on imagine que dans le trading, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tu pourrais construire un graphique ou construire effectivement des indicateurs uniquement en disant voilà, je veux repérer ci ou je veux repérer ça, et il va te construire le truc en conséquence. Ça, c'est possible aussi, j'imagine, par la suite. Ah oui, c'est clair. Ah, mais je vous jure, c'est incroyable. Toi, Thierry, qui te forme en ce moment à ChatGPT, là, j'ai vu il y a 5 jours là, une vidéo. Et le machin, maintenant, il a la vision. Enfin, il peut analyser des images. Et apparemment, là, je mets ça à l'écran, ce sera sur ma vidéo. Il y a des ingénieurs Microsoft qui ont publié un rapport de 166 pages pour expliquer un petit peu pour montrer des exemples d'utilisation super intéressants. Ça, c'est nouveau. C'est la suite. Ouais, c'est la suite. Vraiment, on va vers un truc. C'est une évolution. Moi, je le vois bien, nous analyser nos graphiques à notre place. Hein. Ouais. Tu branches ChatGPT sur Sierra le matin, allez, tu me fais des scénarios. Non, mais c'est clair, on peut imaginer ça par la suite. C'est pas tout de suite, mais
c'est vrai que c'est certainement la deuxième étape ou la troisième étape après. Tu peux faire un good morning. Tu peux faire un good morning meeting grâce à ChatGPT. Tu lui expliques ce qui s'est passé la veille. Là, tu me dis maintenant, tu me fais les différentes hypothèses de la journée avec les différents niveaux, il te le fait. Tu peux te faire un good morning meeting écrit, une lettre que tu envoies après à des abonnés avec ChatGPT. Bon, c'est pas très honnête, mais c'est super. Non, mais c'est vrai qu'on y viendra certainement. Et l'avantage, c'est que tu te feras ton propre truc le matin et il te donnera directement les éléments, quoi, en fait. En fait, moi, je vois ça comme vraiment comme un assistant, quoi, en fait. C'est-à-dire que il va pouvoir comment on va dire, te faire tout le traitement des données, l'analyse, etc. et tout, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, surtout. Ouais. Parce que sinon, à part ça, moi, au niveau, je veux dire, maintenant qu'on a dans l'analyse de l'offre et de la demande, de ce qui fait les prix, de la profondeur de marché, de la liquidité, de l'interaction acheteur-vendeur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on a maintenant? Mais en même temps, à chaque fois, on se dit ça. Quand on avait le footprint, on se disait avec avant qu'il y ait Bookmap, ils sont capables de sortir un outil pareil. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense qu'il y aura des outils encore plus performants par la suite. Ça pourrait justement être un truc en lien avec l'IA. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'imagine après derrière une plateforme de trading ou une plateforme d'analyse avec une IA intégrée à l'intérieur et voilà, et là tu pourras même carrément peut-être lui demander tu vois, juste avec un petit truc là pour écrire, un petit espace pour écrire et tout, en lui demandant tiens je sais pas moi, ou même vocal, pourquoi pas vocalement même, tu vois, éventuellement avec un micro-casque, tiens, ouvre-moi le graphique du SP sur tant de jours, machin, et tac, tu vois, analyse-moi ça, voilà. Ça, c'est complètement possible et probable même. Ouais, plus que probable même, effectivement, je pense. On verra, on regardera cette vidéo dans 3 à 5 ans. Ça sera intéressant. On va voir si on avait raison ou pas. Ça sera intéressant. Est-ce qu'on a entrevu l'avenir ou pas? Mais c'est vrai que, de la même façon, ce qu'on a dit, la technologie a beaucoup évolué ces dernières années. Quand on voit que la technologie évolue de plus en plus vite, justement, quelque part, je pense qu'on n'a même pas idée de ce qu'on pourra faire dans 5 ou 10 ans, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et encore, on n'a pas parlé de tout l'univers crypto, la DeFi, la blockchain et tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées. Dans la partie crypto, là c'est pareil, aujourd'hui on ne sait pas non plus ce que ça deviendra exactement. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de technologie aussi derrière, il y a une question de politique aussi. C'est-à-dire que la crypto aujourd'hui, c'est plus la technologie qui la bloque, c'est la politique. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Et tout pendant qu'il y aura des gens qui bloqueront à ce niveau-là, ça ne pourra pas aller plus loin, quoi, en fait. C'est-à-dire que je dirais l'objectif de départ de la crypto était quand même de remplacer la monnaie, mais remplacer la monnaie, ça passe obligatoirement par du politique. Ça me fait penser un peu, excuse-moi, je fais un parallèle un peu avec... on cherche absolument à remplacer le pétrole. Ça me fait penser à... On cherche des nouvelles technologies pour remplacer le pétrole, tu vois, par exemple, dans les voitures et tout ça. On en a trouvé, l'hydrogène, l'électricité, tout ça, mais on ne le développe pas parce qu'il y a un lobby au niveau du pétrole qui est très important. La crypto, la blockchain, c'est pareil. On a une technologie, un truc, tu peux faire des choses incroyables avec, mais ça reste très... c'est borné, c'est parce que il y a un pouvoir politique qui ont vu le danger, quoi, pour leur monnaie, et puis pas que pour leur monnaie, enfin pour beaucoup de choses, pour l'économie même, et effectivement pour l'économie, pour la façon dont ils ont de manipuler les masses. Il y a un trop gros risque que les gens se libèrent. Oui, parce que la monnaie, c'est quand même un grand pouvoir, effectivement. Donc ça, c'est des technologies qui peuvent rester complètement endormies pendant des dizaines d'années, juste par une volonté politique. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un lobby de l'autre côté qui est trop important. C'est dommage. Enfin, c'est autre chose, ça. C'est encore un autre sujet, effectivement, mais c'est vrai que c'est aussi, on va dire, un des principes de fonctionnement du monde et d'évolution aussi, quoi, en fait. Après, le marché financier, c'est un petit peu différent, mais
on se rend compte aussi, je suis tombé sur une vidéo hier justement, on retraçait un petit peu l'histoire de l'économie des États-Unis, et c'est vrai qu'on se rend compte, même si ça nous paraît fou aujourd'hui, c'est qu'à une époque, les Américains et riches notamment étaient imposés jusqu'à 90%. T'imagines, ça nous paraît complètement faux aujourd'hui, effectivement, d'entendre ça, parce que 90%, t'imagines, c'est un pays communiste. C'est incroyable. Et notamment, ça s'est fait après l'impact de la crise de 29, parce que justement, à cause du crash financier, après derrière, les financiers, quelque part, on ne voulait plus les voir, ils n'avaient plus bonne presse, et en fait, les riches étaient un petit peu mis au banc, effectivement, parce que pour beaucoup, c'était de leur faute, quoi, en fait. Donc, sous Roosevelt, notamment, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été cadenassés, entre guillemets. Et puis, tout ça, ça s'est libéré, notamment dans les années 80, 70-80, en fait, surtout 80 avec Reagan. Donc, c'est là qu'on voit que les choses peuvent vite changer, quoi, en fait. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous qui nous plaignons de la fiscalité en France, dans les années 70, 70, on était au même niveau que les États-Unis. Hein. Donc, c'est là qu'on voit que ça change aussi, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 50%. À l'époque, on était à 37 ou un truc comme ça, ou 38. Donc, c'est là qu'on voit aussi l'interaction qu'il peut y avoir entre les marchés financiers et l'économie. Et tout ça, ça peut avoir des impacts aussi, quoi, en fait, je pense, dans l'évolution. Et Frédéric, je suis désolé, mais ouais, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait déjà le tour de pas mal de choses. Bon, oui, on a fait le tour, hein, parce que moi, j'ai lu un article récemment sur l'avenir du trading et tout ça, et on a vraiment abordé tous les points, bon, pas de la même manière, on est un peu plus... mais vraiment, on a tout abordé. Hein. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, et à moins que vous ayez un petit mot de la fin, mais autrement, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Moi je pense qu'il y a encore de très belles années devant nous, rien ne changera jamais, comme je disais au début. Oui, fondamentalement. C'est toujours les mêmes leviers qui fonctionnent. Voilà, il faut juste s'adapter avec le temps. Le maître mot, on va dire, c'est l'adaptation. De toute façon, c'est le maître mot de l'évolution. Rester humble par rapport au marché. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Ok, bah écoutez, merci à vous deux. Et puis, rien, Fred. Et puis à bientôt sur Discord. Et pensez à liker pour ceux qui effectivement écoutent, pensez à liker en bas, pensez à s'abonner aussi. Abonnez-vous, parce que c'est vrai qu'on oublie parfois de le dire. Comme dirait quelqu'un, phagocyter l'algorithme YouTube. Parce que l'algorithme YouTube, c'est vraiment un enfoiré. Moi, je suis Shadowban. Faut pas dire ça, il va nous bannir. Bah tu l'enlèveras. Moi, je vais le laisser dans la mienne. L'algorithme YouTube, c'est pas mon pote. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, t'as vu que maintenant, ils vont faire de la pub aussi. Ils faisaient déjà de la pub, mais ils vont faire encore plus de pub.